Leurs gestes sont précis. Ils font plier la matière sous leurs mains, la façonnent pour lui donner vie. Ils et elles sont les visages des savoir-faire de notre territoire. Avec notre podcast et grâce au soutien de la région Centre-Val de Loire, on leur tend le micro pour qu'ils et elles nous fassent découvrir leur métier. Bienvenue dans le podcast de l'or dans les mains. L'artisan sellier sculpte dans le cuir la selle et le filet avec lesquels le cavalier vient épouser l'encolure, la bouche et le dos du cheval. Dans le Loir-et-Cher, la sellerie percheronne perpétue ce savoir-faire à la manière d'un atelier de couture pour chevaux. Des odeurs de cuir, le bruit de la machine à coudre et des pièces aux 1000 nuances de marron. Pour habiller le cheval et l'écuyer, il faut être très méticuleux. Avec leur couteau à pied, les selliers viennent découper en rondeur les futurs quartiers de la selle. Avec leur emporte-pièce, ils incisent le cuir dans lequel passera l'étrivière. Avec leur pince à coudre, ils tiennent les pièces de cuir qu'ils viendront relier par un fil à l'aide de 2 aiguilles. C'est un véritable balai d'outils pour façonner l'objet de toute une vie, la selle de l'écuyer. Et ici, c'est un savoir-faire qui est transmis de mère en fils. Bonjour Sylvie. Bonjour. Vous nous raconteriez un petit peu l'histoire de la sellerie percheronne ? L'histoire de la sellerie percheronne a commencé il y a à peu près 40 ans, puisque c'est mon mari qui a créé déjà l'entreprise au début, parce qu'il avait envie de travailler le cuir. Et donc on a créé l'atelier à 2 km d'ici, dans la campagne, là, dans notre ferme. Et au début, il s'agissait vraiment de faire des travaux de bourrellerie, de réparation, de maroquinerie, des sacs, des ceintures. Et quand même, il y avait un petit peu le côté répondre à toutes les demandes, en fait, comme autrefois en bourrelier dans la campagne, qui finalement faisait autant le cartable que le collier pour le cheval, quoi. Donc on avait cette âme-là. C'était aussi l'époque, donc dans les années 85-90, où les gens sortaient les vieilles calèches des granges et les vieux harnais. Et finalement, on a appris en démontant les anciens harnais et en les remontant, quoi, en fait. Et on a eu la chance d'avoir le concours d'attelage de tradition qui est né à Saint-Agile en 94. Et on a commencé aussi à restaurer des voitures hippomobiles, faire les coussins en crin, les capotes. Et ensuite, à partir de 2000-2010, il y avait vraiment des gens qui avaient envie de retravailler avec les chevaux en agricole, de s'impliquer dans un mouvement d'économie durable, en fait, d'énergie renouvelable. Et en fait, à partir de là, on avait de la demande d'avoir un collier qui soit facile à mettre sur les chevaux, réglable, parce que déjà il y avait beaucoup de femmes aussi dans ce milieu-là qui avaient envie de travailler avec les chevaux. Et elles passaient la porte de l'atelier en disant mais on aimerait bien trouver des colliers moins lourds. Et du coup on a travaillé avec un ingénieur en aéronautique et un ami qui habite à côté, dans une famille où il y a toujours eu des chevaux et qui est très très technicien. Donc sur ce modèle de collier que nous avons créé donc depuis 2010, qui est un collier très léger, réglable. Et à partir de là on s'est mis à développer en fait tout ce qui est harnais agricole, ou pour des collectivités qui mettaient des projets de collecte de déchets en ville avec les chevaux, de ramassage scolaire, et tout un tas de projets en fait qui ont vu le jour. On travaille beaucoup aussi avec les gens qui travaillent en vigne, en maraîchage, en travaux forestiers. Vous sentez qu'il y a un renouveau depuis le Covid ? Il y a surtout depuis le Covid une prise de conscience de rentrer dans un autre esprit de qualité de produit, de consommer différemment. Après, je pense que ce n'est pas tout le monde, mais on le sent quand même, le plus local. Et je pense que déjà avant le Covid, nous on ressentait aussi beaucoup chez les jeunes qui allaient du coup à l'école après le bac, qui faisaient des années d'études, etc. et qui se demandaient où ils allaient, quoi.
parce que finalement, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Finalement, on ne trouve pas spécialement de boulot intéressant. Finalement, voilà. Et donc, on a beaucoup de demandes, en fait. On reçoit beaucoup de CV de jeunes qui voudraient changer de voie, etc. Après, c'est pas facile de trouver non plus pour tout le monde du travail. Il faut souvent créer son propre emploi. Dans ces métiers-là, il faut être très, très persévérant quand on veut créer son entreprise. Il ne faut jamais baisser les bras. Et vous n'avez jamais baissé les bras et ça fonctionne bien. C'est ça. En fait, il y a un moment donné, quand c'est compliqué, quand c'est difficile, il faut savoir bien s'entourer et se dire non, on continue, quoi, on y va parce qu'on y croit, quoi. Et donc vous êtes labellisée Entreprise du patrimoine vivant. Alors ce label a été mis en place par l'Institut des métiers national pour valoriser les métiers d'artisans, d'artisanat d'art, mais aussi maintenant ça dépasse l'artisanat d'art. Du coup, c'est pour moi, à l'époque où j'ai passé, où on m'a sélectionné pour les EPV, c'était les 3 critères, c'était avoir un savoir-faire ancien, de tradition, savoir le transmettre et savoir innover. C'était les 3 critères importants pour être sélectionné dans ce label. C'est un label qui est extrêmement difficile à avoir parce que cela suppose que toute la production soit faite au sein de l'entreprise, ce qui est en fait de plus en plus rare. En tout cas, ce qui a été de plus en plus rare entre les années 2000 et 2020 parce qu'on a externalisé beaucoup de choses. Vous avez réussi à maintenir tout en interne ? Oui, on a réussi à maintenir l'activité en interne. Il faut savoir quand même que moi, je me suis aidée à un moment Par exemple, je vends des harnais d'importation pas très chers pour justement faire de l'attelage de loisirs ou du sportif. Dans les années 90-2000, c'était très difficile de vendre du harnais fabrication maison. C'était beaucoup trop cher par rapport au marché. Mais on faisait quand même beaucoup de produits. Et maintenant, en fait, on est... c'est pour ça que j'avais créé la boutique aussi, pour m'aider en fait à avoir des produits de revente. Il faut savoir aussi que mon mari est décédé en 95, donc j'avais mes 3 enfants et il fallait quand même nourrir tout le monde. Alors avec la production, ça aurait été trop difficile. Mais maintenant, en fait, on est de plus en plus axé que sur de la production, quoi. Et je sais que mon fils, on est quand même en transmission d'entreprise, je pense que ça sera de plus en plus que de la production. C'est une bonne nouvelle alors. Mais donc ça veut dire que vous avez quand même traversé des années difficiles où ce savoir-faire n'avait pas forcément le vent en poupe. Oui, non mais c'est sûr. Donc il faut aussi trouver des idées, d'autres choses pour pouvoir continuer quelque chose qu'on aime, en quoi on croit, quoi. On est obligé des fois de faire un peu de concessions. Mais c'est vrai que maintenant, je pense qu'en France, les gens ont vraiment... envie de travailler. Enfin, il y a un peu plus de production française qui se met en route un peu partout, etc. Et je regrette vraiment que l'Europe n'ait pas travaillé un peu plus pour avoir les matières premières en Europe plutôt que de tout faire venir de Chine, où là, ça commence à être vraiment la cata. On trouve plus de boucles, tout était là-bas. Là, en ce moment, c'est stoppé. Il y a eu vraiment des coupures de production. Donc, on commence à... Vous l'avez senti, vous, ici ? Ouais. Parce que c'est vrai qu'au-delà de vos cuirs, vous avez besoin de boucles. Surtout sur la bouclerie. Sinon, en cuir, on a toujours prix français, donc ça fonctionne. Mais en bouclerie, c'est assez compliqué, quoi. Et vous savez fabriquer un harnais ? J'ai su faire des harnais, mais bon, maintenant j'ai des salariés parce qu'il faut que je passe la main aussi. Donc j'ai un salarié qui est là depuis presque 25 ans, que j'ai embauché en 97, avec qui on a fait tout ce chemin aussi ensemble, qui lui est beaucoup sur toute la partie harnais de travail. Et donc on a développé toute une gamme en fait pour les professionnels. Et ensuite il y a mon fils donc, qui est rentré dans l'entreprise entre 2008 2009, après sa formation à Rhin-du-Pin et sa formation en sellerie générale chez les Compagnons, et qui nous a rejoints. Lui, il a apporté sa pâte très raffinée, et donc déjà de fabriquer des selles sur mesure, et aussi de maroquinerie plus haut de gamme. Et quand vous allez choisir vos cuirs, c'est quoi les critères d'un bon cuir ? On choisit des cuirs qui ont une belle facture de tannage, quoi, pour durer longtemps. Après, il ne faut pas qu'il y ait trop de défauts sur les peaux, parce que c'est aussi les peaux en fait, de vache. Il faut que les éleveurs ils soient conscients aussi que les peaux, il ne faut pas de barbelés, sinon on a plein d'égratignures, quoi, en fait, dans les peaux. Enfin, il y a une qualité de peau aussi à choisir pour les tanneurs. Et nous, on choisit... en fonction de ça, enfin... Qu'est-ce que ça vous inspire, l'expression de l'or dans les mains ?
c'est avoir des savoir-faire, en fait, savoir-faire de qualité, qui permettent de fabriquer des pièces de belles factures, etc., quoi. Donc, Merci Sylvie. Et ce sont quoi les différentes étapes pour fabriquer un harnais ? Fabriquer un harnais, en fait, c'est choisir déjà le bon cuir par rapport à ce qu'on a besoin de faire. Nous, on utilise surtout du cuir de vache, du bovin, des cuirs tannés en France, voire en Belgique, en frontalier, selon les produits qu'on a besoin. On va utiliser beaucoup de cuir chromé pour les parties agricoles, mais on utilise aussi du cuir végétal, tannage végétal. Ensuite, il faut couper les cuirs, faut parer toutes les parties qui ont besoin d'être parées, c'est-à-dire amincies selon les pièces que l'on va faire. Et puis ensuite, l'assemblage, beaucoup de couture. Alors, couture machine, couture main. Ici, tout le monde sait coudre à la main, façon cellier à l'ancienne, parce que c'est absolument nécessaire pour faire des belles finitions. C'est quoi la couture façon cellier ? C'est une couture à 2 aiguilles, en fait, avec des aiguilles qui ne piquent pas. Et vous, tout ça, vous l'avez appris sur place ? Moi, je suis complètement autodidacte. Et qu'est-ce que vous diriez à des jeunes qui hésitent à faire un travail avec leurs mains ? Il faut autant réfléchir qu'être bon manuel, en fait, parce que ça demande aussi beaucoup de réflexion. Surtout avec le cuir, en fait, c'est une matière très très chère. Donc il faut vraiment bien choisir en fait ses peaux, bien préparer le bon gabarit pour avant de couper, savoir exactement ce qu'on va couper. On n'a pas droit à l'erreur en cuir parce que ça coûte trop cher. Et comprendre pourquoi on le fait. Surtout par exemple en harnais de travail, il faut savoir où ça va. Ça demande de la résistance, pour que ce soit... ça dure très longtemps et que ce soit très solide, etc. Puis après, si on veut faire des produits raffinés, c'est pareil, il faut avoir beaucoup de technique, de précision. Et voilà, fin de l'épisode. C'était un podcast De l'or dans les mains avec le soutien de la région Centre-Val de Loire. Merci à Malo de Saint-Venant pour le montage et à Oscar Meurer pour la musique. De l'or dans les mains est une association qui a pour mission de sensibiliser la nouvelle génération aux métiers manuels. Nous concevons des outils pédagogiques comme ce podcast pour faire découvrir aux jeunes ces métiers et nous intervenons dans les établissements scolaires avec les artisans du podcast pour susciter des vocations. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner à notre newsletter et même adhérer à notre association. À très bientôt!